l'hébergement tournant. Donc, nous travaillons avec des jeunes hommes de 18-29 ans. J'ai fait un beau PowerPoint avec ma collègue experte en PowerPoint parce que je ne suis pas très experte là-dedans, mais ça me fait plaisir d'être là. Donc, aujourd'hui, je vous parle de l'accompagnement auprès des jeunes qui s'identifient au genre masculin. Je vais m'asseoir finalement. Donc, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Andréane. Je suis travailleuse sociale de formation et coordonnatrice à l'intervention à l'hébergement Le Tournant. J'ai travaillé beaucoup en coopération internationale en Afrique de l'Ouest avec les jeunes de la rue. Et je continue mon mandat ici à Montréal. Donc, je suis une fille de Québec qui travaille à Montréal. Je vis ici depuis quelques années. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille en intervention. J'ai travaillé aussi en insertion socio-professionnelle dans une entreprise d'insertion, Groupe Paradoxe, qui apprenait aux jeunes les métiers de la scène. Donc, je suis un petit peu à l'aise un peu avec toute la technique, là, avec le technicien, je ne sais pas, je ne le vois plus en arrière, mais il est parti, fait que s'il y a un problème, peut-être que je suis capable de le régler. Fait que voilà. Donc, présentement, c'est ça, je travaille au Tournant. C'est ma 3e année complétée, en fait, que je suis coordonnatrice là-bas. Donc, j'ai une équipe de travail avec moi, 5 intervenants de jour, soir, fin de semaine et 2 intervenants de nuit, un de la semaine, un de la fin de semaine. On fait du 24/7. Donc, il y a toujours des intervenants à l'hébergement. Je vais vous présenter, en fait, nos volets, notre mission, nos volets. Puis, je me disais que si vous avez des questions, moi, je suis bien ouverte à la discussion. J'aime bien ça, les présentations. Je ne suis pas là pour vous donner une formation aujourd'hui. C'est vraiment pour parler de l'hébergement, qu'est-ce qu'on fait. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, levez-vous, allez au micro, levez votre main, faites-moi signe. Même chose en Zoom, si vous avez une question. J'ai Chantal, je crois, qui est avec moi, là, qui va savoir m'arrêter, me dire « j'ai une question pour toi ». Donc, gênez-vous pas, arrêtez-moi. Si ça devient complètement cacophonique, on arrêtera et on fera les questions à la fin. Ça vous va comme ça? J'aime ça quand ça c'est un peu dynamique puis c'est plus une discussion. Mais je présente quand même. Donc, je vais vous présenter un peu notre mission au Tournant. On vient de modifier notre libellé, en fait, parce qu'avant, on travaillait vraiment avec des jeunes de 18-29 ans seulement. Dans la présentation, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi on a changé notre âge, puis assez précisément, là, quand même. Donc, notre mission, c'est d'intervenir auprès de jeunes volontaires âgés de 17 ans et 10 mois à 29 ans, s'identifiant au genre masculin. On avait aussi changé au niveau du genre masculin, parce qu'on parlait juste de jeunes hommes. Maintenant, on parle vraiment plus d'identification au genre masculin. En situation de vulnérabilité, et à risque d'itinérance, en axant notre accompagnement sur l'action communautaire autonome, en améliorant les conditions de vie immédiates dans le but de prévenir une aggravation de leur situation et de favoriser l'affiliation sociale. On travaille beaucoup, en fait, à créer un peu avec les résidents qui vivent au Tournant, créer des liens, en fait, pour vraiment assurer un filet de sécurité pendant et après leur passage à l'hébergement. On va commencer avec une petite vidéo. Ça ne dure pas longtemps, vous allez voir. Juste vous présenter un petit peu. Donc, oups. Oh, ça ne sera pas long. Alors, je lance la vidéo.
Je remets la présentation. Oups, ça apparaît toujours, cette petite barre. Malaise. Je vais l'avoir. Je pense que je shake un petit peu. Voilà. Donc, en gros, ça donne vraiment l'image de ce qu'on fait au tournant. Donc, c'est vraiment un jeune qui vit une situation dans sa vie, ponctuelle ou non, qui est passé par des difficultés quelconques et va faire appel à nos services. Donc, nous offrons le service d'hébergement qu'on appelle d'urgence, mais on n'est pas un refuge d'urgence où est-ce que le jeune fait juste se présenter. Il y a quand même tout un processus que je vais vous parler un peu, comme ça va vous aider s'il y en a qui ont des références à faire. Mais voilà, donc le jeune vit une situation problématique. On est un milieu de vie, on fait tout avec eux. Les jeunes cuisinent, les jeunes ont des tâches comme on fait chez nous dans la maison. Il faut nettoyer la toilette, il faut nettoyer les choses. Ils apprennent vraiment au niveau de développer leur autonomie. Et c'est jusqu'à un maximum de 6 mois. Donc, il y a des suites aussi ensuite après l'hébergement d'urgence. Fait que nos 3 volets, c'est justement l'hébergement où est-ce qu'on va être là 24/7 avec eux, faire l'intervention, développer leur autonomie. Ensuite de ça, on a le volet qui est plus au niveau du soutien communautaire. On a 12 logements présentement aussi sur la rue Frontenac qui est jusqu'à un maximum de 3 ans. Donc, c'est comme un peu la suite des choses. Quand tu es passé par l'hébergement, ensuite, ça te donne accès à pouvoir continuer, poursuivre ce que tu as mis en place. Et on fait aussi de l'accompagnement post-hébergement qui va être dans leur milieu à eux. Donc, si ils sont partis en colocation, en appartement, retournés chez leurs parents, on va continuer de les accompagner. On va toujours offrir un service de post-hébergement s'ils ont des besoins, ils peuvent venir en tout temps, nous visiter, venir manger, venir prendre des dépannages. Donc, on a vraiment comme un continuum de services là, avec eux. Et notre post-hébergement, là, c'est vraiment un service qu'on veut développer davantage toujours parce que c'est beau le 6 mois, mais la vie continue. Puis les besoins, même s'ils sont différents, ils restent quand même. Donc, voilà. Fait que dans l'hébergement, plus d'urgence, parce que c'est maximum 6 mois, on a 10 lits. On a une place aussi, un lit d'urgence, donc on peut accueillir jusqu'à 11 personnes quand même. C'est des chambres doubles, donc c'est sûr que c'est pas toujours ce que les jeunes cherchent. Des fois, on se fait dire « Oh non, moi, je veux pas 2 dans ma chambre. » Puis avec la pandémie, on a quand même fait des modifications. On a rajouté des faux murs, dans le fond, entre les lits, parce qu'avant, c'était vraiment comme tu te réveilles, allô, tu vois l'autre à côté. Fait que là, il y a vraiment un mur, un petit peu plus d'intimité. On a quelques chambres individuelles, mais tu sais, c'est sûr qu'ils choisissent pas la chambre qu'ils vont avoir. Ils arrivent, puis ils prennent la chambre qui est libre finalement, parce que quand même, on a un taux d'occupation, là, je dirais, dans l'année précédente, là, qui était à 85 là, on a quand même beaucoup de demandes. Donc, voilà. Si je vous parle un peu du processus au niveau de l'hébergement, c'est quand même notre volet principal, quand même, où est-ce que la porte d'entrée au tournant. On fonctionne par entrevue téléphonique. On n'a pas de liste d'attente. Fait que, tu sais, si on se dit, j'appellerai pas au tournant, ils ont une liste d'attente de 100 personnes. Non, il n'y a pas de liste d'attente. On a une place de libre. On l'annonce, quelqu'un appelle, avez-vous de la place? Oui, il y a une entrevue téléphonique de cédulé à une heure précise. C'est souvent à 10 heures le matin, ou à 2 heures l'après-midi, ou à 19 heures le soir. Ça arrive souvent dans ces heures-là. Donc, à ce moment-là, c'est la même chose qu'on dit à tout le monde. Des fois, là, oui, mais là, c'est parce que moi, mon jeune que je te réfère, je veux vraiment qu'il aille la place. Nous aussi, on veut qu'il l'aille. Par contre, on veut vraiment être équitable pour tout le monde. Il y a une entrevue à 10 heures et la première personne qui appelle à 10 heures va avoir l'entrevue téléphonique. Je vois des yeux, wow! Ça peut paraître intense, mais c'est la façon qu'on a trouvé de procéder depuis plusieurs années pour vraiment être équitable. Il y a tellement de demandes. Fait qu'on on priorise pas. On a des projets, par contre, avec des collaborations qu'on a à l'extérieur, où est-ce qu'on va des fois planifier une entrevue, parce qu'on le sait qu'il y a des contextes en milieu carcéral où est-ce que la personne ne peut pas appeler à 10 heures tapante. Donc, c'est sûr qu'on a une belle collaboration avec le YMCA Centre-Ville, là, avec les intervenants qui sont directement dans les milieux carcérales. Ils ont des entrevues, oui, à une heure précise. Puis, on offre la chance aussi à des jeunes qui sortent de milieu carcéral
qui ont plus que 29 ans. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 35 ans. C'est vraiment entre 29 et 35, ça va vraiment comme 1-2 semaines, le temps qu'il ait son chèque d'aide sociale, puis qu'il ait de l'aide pour trouver un logement. Je sais que 2 semaines, c'est rapide, on le sait qu'il n'y en a pas de logement, mais quand même, ça fonctionne bien jusqu'à maintenant. On trouve les chambres ou quoi que ce soit, mais où souvent, ils vont trouver une colocation rapidement. Mais on va jusqu'à 35 ans pour ce projet-là. Donc, quand il y a une entrevue téléphonique, on peut l'accueillir dans la journée même, dans l'heure qui suit, la demi-heure qui arrive. Il peut appeler avec son cellulaire en avant, puis il peut arriver. C'est vraiment dans l'immédiat, on peut l'accueillir. On ne va pas garder la place pendant 5 jours ou quoi que ce soit. C'est comme maintenant ou demain matin, mettons, tu arrives. Le but, c'est que tu es dans le besoin, c'est maintenant que tu en as besoin, c'est maintenant qu'on répond à ton besoin. Quand ils vont arriver, on fait une période d'atterrissage où est-ce que des fois, il y a des jeunes qui vont arriver, ça fait 3 jours, 3 semaines même des fois qu'ils dorment à la rue, qui n'ont pas un bon sommeil. On leur en demande pas trop. Tu as envie de dormir pendant 3 jours, dors 3 jours. Tu as un lit, tu as un toit, tu as de la bouffe à volonté. Viens te détendre, viens, tu sais, vraiment, on va être moins exigeant. Il va quand même déjà participer à la vie de groupe. Par contre, on va vraiment appeler ça la période d'atterrissage où est-ce que le jeune va vraiment pouvoir prendre un temps d'adaptation, d'apprendre à nous connaître, puis nous aussi d'apprendre à le connaître. Fait que pour continuer, on va faire une entrevue d'accueil avec eux vraiment pour vraiment apprendre un peu, voir son profil, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il vient chercher ici. Puis, dans l'autre rencontre suivante, on va vraiment faire un plan d'action selon ce qu'il a envie de faire. Il veut retourner aux études, il veut aller, il veut se trouver une job, il veut faire du bénévolat. On va vraiment y aller dans ce qu'il a envie de faire. On va l'accompagner. C'est sûr qu'il y a des coûts pour vivre au tournant. Nous, on charge 10$ par jour. C'est drôlement dit, on charge 10$ par jour. Mais tu sais, c'est pas une exigence. Quand il arrive, il n'y a pas besoin d'avoir de revenus. Tu n'as pas besoin de nous payer quand tu arrives. Ça se peut que tu aies tout perdu avant de passer la porte. On en est conscient. Donc, on va vraiment travailler avec eux parce qu'ils ont quand même droit à l'aide sociale. Souvent, c'est comme, non, moi, je ne suis pas un BS dans la vie. Non, tu n'es pas un BS. On le sait que tu n'es pas un BS, mais par contre, tu as le droit à un revenu minimum. Puis c'est ça qui va t'aider. Fait qu'on va vraiment faire la demande avec eux parce qu'on le sait que c'est une demande qui n'est pas simple et souvent décourageante. Donc, on les accompagne là-dedans. On va même les accompagner jusqu'à l'aide sociale parce que des fois, ils ne comprennent pas nécessairement ce que l'agent leur demande ou quoi que ce soit. Fait que nous, on va vraiment jouer, être avec eux dans cette optique. Ils sont accompagnés par des intervenants. Ils ont un intervenant de suivi. Donc, à chaque semaine, on fait un suivi avec eux, mais on fait vraiment un travail d'équipe au tournant. Donc, tous les intervenants sont disponibles en tout temps pour eux. Et puis, on travaille beaucoup avec les équipes traitantes aussi à l'extérieur. On a beaucoup de références, je dirais. Je ne sais pas si c'est augmenté vraiment depuis la pandémie. On pourrait dire que oui, mais on a toujours eu des références quand même des hôpitaux, des CLSC, donc des jeunes qui sont déjà accompagnés par des intervenants. Nous, on ne veut pas refaire la roue, on veut travailler avec eux, puis ils font déjà un bon travail avec eux. Nous, on va faire la continuité, puis on va s'occuper d'autres choses, mais on va travailler ensemble. Fait que c'est toujours dans l'optique où est-ce que le jeune est volontaire et veut aussi. Parce que s'il ne veut pas qu'on parle avec sa travailleuse sociale, on va le respecter là-dedans. C'est toujours dans l'optique ils sont volontaires chez nous, fait que c'est vraiment selon leur désir. C'est pas mal ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, déjà. Là, je pense par contre qu'il va falloir se lever au micro parce que vu qu'il y a des gens en Zoom, il faut qu'ils entendent la question. Sinon, je la répète, là. Mais... Oui, tout à fait. J'ai travaillé un bout de temps comme intervenante au 13-17, puis j'ai un petit choc en voyant le nom multiculturel du vidéo. Oui, c'est quand même une vidéo qui date de 5 ans. Oui. C'est une vidéo qui date de quand même quelques années, que avant même que moi je travaille, on est à travailler à faire un nouveau vidéo. J'utilise ce qu'on a déjà pour vous présenter aujourd'hui. Là. C'est bon. Je sais pas, mais on est très ouvert. Je dirais que on est très ouvert. On travaille beaucoup présentement, même avec les gens qui sont issus de l'immigration, qui arrivent sans papier. Puis on essaie de se former pour vraiment pouvoir les aider et les accompagner de plus en plus. Mais merci de votre commentaire. C'est toujours très pertinent. Donc, voilà, fait quand ils passent à l'hébergement, c'est maximum 6 mois. Je dirais que la moyenne de séjour, c'est environ 40-45 jours. C'est pas tant que ça.
Pendant la pandémie, ça a vraiment augmenté. On a eu une période de confinement où est-ce que les gens ont été confinés au tournant. On avait diminué les accueils, mais les gens qui y étaient sont restés 6 mois et même 7, 8 mois. Donc, on n'a pas mis 6 mois, excuse, t'es confiné, mais on te met dehors. Là, on a vraiment essayé de garder une logique. Là. Mais voilà, fait qu'on ça avait un peu augmenté. Là, on est à peu près une quarantaine de jours. Des fois, ils sont juste de passage. Hein, sont là, j'ai un appartement juste dans un mois, mais je me suis fait mettre dehors. Donc, tu sais, ils viennent passer un mois avec nous. On va faire un bout de chemin avec eux. Fait que c'est très individualisé à chaque jeune, là, selon leurs besoins vraiment. Par la suite, on a notre volet qui est plus au niveau soutien communautaire. Donc, quand ils sont passés au tournant, ils peuvent assister à une présentation, séance d'information pour les appartenances. Les appartenances, c'est nos... je vais dire logement, mais il n'y a pas de bail qui est avec le logement. C'est vraiment un espace de vie. C'est un prêt d'espace de vie pour dire, viens tester ta vie en logement. On va t'accompagner dans cette vie-là. Tu as envie de partir après 6 mois, tu n'es pas pris avec un bail. On va t'accompagner pour que tu partes, mais on va au moins faire un bout de chemin. Je dirais que c'est pas majoritaire que les gens restent 3 ans, mais ils ont quand même cette possibilité-là. Puis je dis 3 ans, mais c'est sûr que, tu sais, si à 2 ans et demi, il perd sa job, ben on va pas le mettre dehors 6 mois après. On va attendre vraiment qu'il se replace, puis on va continuer de l'accompagner. Donc, c'est très... Il y a Agir en amont, je vous en parle un petit peu après. C'est notre nouveau projet parce qu'on est en développement aussi. Donc, voilà. Fait que les appartements, c'est vraiment leur espace de vie, c'est leur chez eux. Ils peuvent fumer la cigarette dans leur espace de vie. Ils font, tu sais, ce qu'ils veulent, mais nous, on les accompagne. C'est meublé, c'est à 25 % du revenu, donc c'est avec un PSL qui est un programme de supplément au loyer. Oui, c'est ça. Excusez, j'ai eu un petit blanc. Donc, c'est l'OMH qui fixe effectivement. Fait que nous, on va les accompagner dans cette saga de faire les impôts. Hein? On le sait tous que c'est simple pour les jeunes de faire des impôts. Des fois, on a des jeunes qui ont 26 ans, qui ont fait 0 impôts dans leur vie. On les accompagne là-dedans. C'est pas toujours facile de pouvoir retrouver les documents et tout ça, mais voilà, ou d'attendre. L'administration est quand même très lourde et le processus est très long, mais quand même, on finit par y arriver. C'est des jeunes qui sont passés par l'hébergement, donc c'est pas, on ne peut pas faire une demande aux appartenants si on n'est pas passé d'abord à l'hébergement. L'objectif, c'est qu'on connaît un peu déjà les gars, je vais dire les gars parce que on accueille des jeunes hommes. Les gars qui sont passés par le tournant, on les connaît. On dit 2 mois minimum, mais des fois, ça peut être un peu moins, mais ils viennent nous visiter, ils viennent prendre des dépannages, ils continuent à nous fréquenter, ils peuvent faire une demande. Et puis, avec les appartenances, par contre, on a une liste d'attente. Parce que là, ils peuvent vraiment faire une demande. Quand on a un logement, on va y aller avec la liste d'attente. Elle n'est pas si longue que ça, la liste d'attente. C'est très, tu sais, en 6 mois, ça se passe vite dans une vie d'un jeune. En 6 mois, il s'en passe des affaires. Puis tant mieux, tu sais, parce que des fois, ils ont aussi d'autres opportunités ailleurs. Puis c'est la beauté de la chose. Parce que des fois, c'est beau. Agir en amont. Agir en amont, c'est notre nouveau projet de développement présentement. On va commencer les constructions à partir de janvier. Donc, 28 espaces de vie pour des jeunes de 17 ans et 10 mois. Le voilà, l'explication. Juste, c'est environ 21 ans. En fait, c'est vraiment une collaboration qu'on est en train d'avoir avec les centres jeunesse. Donc, les jeunes qui sortent des centres jeunesse, qui se préparent en logement, au départ, le projet s'appelait « Éviter la rue ». Donc, c'est un peu ça. On se rendait compte depuis plusieurs années, parce que le tournant existe quand même, on va bientôt fêter notre 50e, donc ça fait quand même 50 ans qu'on existe, puis on le voit que les séjours les plus courts, c'est les jeunes qui ont 18-19 ans. Ils sont tannés de la vie de groupe, ils n'en peuvent plus, ils sont tannés d'avoir des intervenants sur leur dos. Ben nous, on veut leur offrir cet espace-là où est-ce que tu as envie de vivre ta liberté, ben viens, tu vas avoir ton logement. Par contre, il va y avoir quand même du monde en bas. Si ça te tente, si tu as envie, ça va être des suivis comme plus ponctuels, il n'y aura pas d'obligation, mais tu sais, on ne veut pas non plus qu'ils s'en aillent s'isoler dans un espace. T'sais. Fait que l'objectif, c'est quand même qu'il y ait des intervenants sur place pour pouvoir travailler avec eux, les accompagner. Puis, il y en a peut-être qui vont venir se péter... Ils vont venir se péter à gueule, comme on dit. Puis, ça se peut que ça ne marche pas, mais on sera là pour les récupérer, puis ils pourront passer par l'hébergement ensuite. Fait que c'est un peu la continuité des services là, qu'on veut offrir. On veut offrir un avant
tournant. Donc, voilà. Pour l'instant, ça s'appelle Agir en amont. On est toujours à discuter de quel nom, en fait, ça va prendre, mais ce sera toujours dans le quartier ici. Donc, c'est sûr, à Tatéken, on a acheté une bâtisse là, qui était une ancienne auberge jeunesse, je crois, là, coin Robin à Tatéken. Donc, voilà. Fait qu'on est très contents puisque c'est comme à un coin de rue de chez nous. Fait que c'est vraiment une proximité. Puis, je sais pas, peut-être qu'il y en a aussi qui entendent parler un peu d'air ouverte. Non, ça se parle beaucoup. Bien, on est bon, c'est quasiment signé, là, je pourrais quand même le dire. Je pense qu'il un scoop. Air ouvert viendrait s'installer dans nos locaux, en fait. Donc, c'est vraiment, c'est comme une proximité là, pour atteindre les 12-25 ans, les aires ouvertes. Donc, c'est vraiment un plus, autant pour eux que pour nous, en fait. Là. Fait que c'est une belle collaboration qu'on est en train d'élaborer avec eux. Donc, voilà, 28 espaces de vie, ça va être surtout des studios. Ça ne marchait pas au tournant, ça ne durait jamais assez longtemps. Fait qu'ils vont vraiment avoir aussi un espace où est-ce qu'ils vont pouvoir rester jusqu'à 3 ans, mais toujours, je m'excuse, ça n'arrête pas de... Je pense que c'est ma fille qui finit l'école qui me texte. Je suis désolée. Donc, voilà, fait que des studios vraiment meublés aussi, tout ça, où est-ce qu'ils auront l'opportunité même de partir avec leurs meubles par la suite, puis des choses comme ça. C'est vraiment ce qu'on veut offrir. C'est comme tu viens t'installer, tu es chez toi, ça va t'appartenir. Et puis, on sera là aussi. Fait qu'on est en développement de ça. On est en train de travailler fort sur ce projet. Et il y aura, je pense, aussi 2 colocations. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Je pense qu'il va falloir se lever au micro, par contre, pour les gens qui sont en Zoom. Si nous avons une maquette. Non, je n'ai pas de maquette à vous présenter aujourd'hui, mais c'est vraiment un espace. Ils vont avoir une salle de bain, un lit, une petite cuisine et l'objectif, on avait comme décidé qu'on ne mettait pas de four, qu'on mettait juste un 2 ronds, parce que sérieusement, aux appartenances, ils les utilisent pas, les fours. Fait que juste 2 ronds, mais par contre, on aura un bel espace commun en bas où est-ce qu'il y aura une cuisine, on pourra faire des cuisines collectives, mais ils auront tous un micro-ondes, ça c'est garanti. Mais j'ai pas de maquette à présenter, malheureusement. Là, oui, peut-être vous lever au micro, ça va me faire plaisir de répondre. Vous pouvez être court, je peux répéter la question. C'est de saisir la beauté du projet parce que... Est-ce que les chambres sont séparées de la cuisine, c'est ça? Donc, c'est un loft comme un loft que c'est... Je vais être franche avec vous, ils ne sont pas encore construits. Okay. Mais par contre, on réutilise une bâtisse qui est déjà divisée en mini-logements. Fait qu'on va il va y avoir des nouveaux murs à faire parce qu'il y en a qui sont un peu grands, mais c'est vraiment comme, mettons, une grande pièce ici, on la coupe en 2, là, puis on met un lit, il y aura la petite cuisine en avant avec la salle de bain dans l'autre coin. Ça risque de ressembler à ça. Okay. C'est dur de mettre en image, je comprends, là. Des fois, on est plus visuel, mais effectivement, c'est vraiment comme un mini-espace pour qu'ils puissent venir se déposer, vivre leur liberté, parce que c'est souvent ce qu'on se fait dire. On est amis, on veut être libre. Bien, on va leur offrir cette opportunité-là. C'est l'objectif qu'on a là, derrière ce projet. Je regarde en même temps mes petites notes, là, je vais être sûre que j'oublie rien. Puis, tu sais, je parle beaucoup des collaborations avec les centres jeunesse, mais effectivement, tu sais, là, c'est un début de projet. L'objectif, mais il y aura des priorités, puis il y aura peut-être des jeunes aussi qui seront passés par les centres jeunesse, qui ont 19, 20, qui pourront avoir accès aussi à ces logements-là. Mais pour débuter, il faut qu'on débute quelque part. Donc, on débute par les jeunes qui sortent des centres jeunesse, ensuite ceux qui sont passés par. Il y a une question, je vous écoute. Oui, bien, premièrement, je vous félicite parce que, en tant qu'ancien intervenant, j'ai référé quelques fois des jeunes chez vous et moi, je leur demande toujours un feedback et ça a toujours été extraordinaire de leur part. Bien, merci, je suis très contente de l'entendre. Ma question, c'est, auriez-vous des petits conseils à donner aux gens qui veulent référer des jeunes chez vous? Parce que la référence est très importante avec les hommes. Je suis bien d'accord avec vous. Les conseils que j'ai envie de vous donner, appelez-nous. Tu sais, on est ouvert 24/7. Il y a un intervenant qui répond au téléphone à toutes les minutes, à moins que vraiment on soit en train de gérer une situation d'urgence, qui est tout seul sur le plancher, que la porte sonne en même temps, puis qui gère une crise en haut. Là, ça se peut qu'on vous tombe sur la boîte vocale, mais on essaie vraiment de rappeler rapidement. On fait beaucoup affaire avec les intervenants
tous les organismes qui veulent soit nous référer ou, je pense, admettons, au CGE, on travaille beaucoup avec les CGE où est-ce que les jeunes vont pour débuter, apprendre à connaître, faire leur CV, tout ça. Fait qu'on travaille vraiment beaucoup en collaboration avec les autres organismes. Appelez-nous, ça nous fait toujours plaisir de vous parler. On va vous répéter comment qu'on fonctionne, mais c'est sûr que ça sera toujours la demande qui devra être faite par la personne. On veut favoriser le contact avec le jeune. On a une entrevue téléphonique. On n'est pas intrusif, mais c'est sûr qu'on veut apprendre à connaître. On veut savoir qui s'en vient chez nous puis qu'est-ce qu'ils viennent chercher parce qu'ils doivent être volontaires. C'est des fois les références. C'est sûr qu'on peut poser des questions, savoir vraiment si le jeune est volontaire, qu'on ne veut pas non plus qu'on devienne un drop-in d'intervenant ailleurs. Fait que, voilà. Mais on travaille vraiment beaucoup en collaboration. Je vais même vous présenter une collaboration là, dans la présentation qu'on fait souvent avec les cliniques externes. Donc, voilà, ça répond à votre question. Merci pour le commentaire. Je voulais savoir, est-ce que le tournant fait des petits? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'auberges du cœur spécialement pour hommes. Nous sommes la seule. C'est ça. Fait que est-ce que ça fait des petits, puis est-ce que ça va s'étendre à un moment donné à la grandeur du Québec? Bien, en fait, c'est sûr que, tu sais, nous, on fait partie du regroupement des auberges du cœur du Québec. Donc, il y a 31 auberges à travers le Québec maintenant qui existent, une 32e qui est en train de naître. Mais nous sommes la seule pour hommes. Il y en a plusieurs qui sont mixtes. Il y en a qui sont mineurs seulement. Donc, tu sais, il y a vraiment comme un éventail de choix, mais nous sommes la seule homme. Est-ce qu'il y aura des petits? J'espère. Ouais. Je le souhaite. Présentement, notre petit, c'est agir en amont. Ouais. C'est ça. En fait, c'est mon autre question aussi. Le agir en amont, est-ce que, à votre connaissance, avec les partenariats, avec les centres jeunesse, est-ce qu'il va en avoir ailleurs qu'à Montréal? Parce que je pense à un historique personnel de travail de rue à Laval. Et c'était une grosse problématique, justement, des jeunes 17 ans et 10 mois qui se retrouvent par la suite à la rue parce que ça finit le centre jeunesse, ils ne peuvent plus les garder. Puis, mais tu sais, je sais qu'avec la commission Laurent, il y a quand même beaucoup de choses qui se font déjà au centre jeunesse qui sont en train de réfléchir ou d'évoluer. Il y a beaucoup de projets qui sont en parler, qu'il n'y a pas encore, mais qui veulent développer dans ce sens-là pour assurer une continuité des services. Là, ça reste dans le réseau, par contre. Là, je pourrais pas dire. C'est sûr que j'aimerais vraiment ça qu'il puisse en avoir. Je le sais que ce type de projet-là que nous, on fait côté homme, ça se fait du côté femme. Donc, jeunes filles qui sortent des centres jeunesse. Je me rappelle pas c'est quel organisme. Je le connaissais pas, mais je crois que c'est... Non, c'est pas le transit. C'est vraiment une auberge, des hébergements pour femmes. J'ai... Rose en tête, mais il y a d'autres choses. Les logis Rose Virginie? Non, c'est pas. Il y en a un autre. Ça va peut-être m'en revenir, je vous le dirai, mais je le. Non, même pas, il y en a un autre. je le retrouve. Je suis pas trop certaine. J'en ai pas beaucoup entendu parler, mais je sais qu'ils vont faire le volet plus jeune fille. Mais pour hommes, ce sera l'offre de service pour le moment. On aura sûrement beaucoup trop de demandes, puis on espère pouvoir agrandir tout le temps. C'est comme les appartenances. On voudrait faire un volet 2 appartenances aussi parce que 12 logements, c'est pas assez. C'est pas assez. On le sait, vous le savez. Donc, c'est un combat qui date depuis longtemps, qui est en continu, qu'on va continuer à se battre, mais nous, on est là pour essayer d'y répondre là, en partie. Mais j'espère que oui, qu'il y a d'autres auberges qui vont continuer. Je le sais qu'il y a d'autres auberges du cœur mixtes qui font des projets aussi de logement. Donc, mais actuellement, agir en amont, c'est juste dirigé vers vous, vers le tournant, ce que je comprends. Oui, c'est notre projet. C'est notre petit. Effectivement. En fait, c'est vraiment juste une branche du tournant parce qu'à la base, c'est le tournant. Ça reste le tournant, le principal, le nom de tout ça. Oui, il y avait une question. Est-ce que c'est une petite question, mais je peux la répéter parce que sinon, il faudrait le dire au micro. Est-ce qu'ils peuvent accueillir des enfants? Je répète la question seulement pour les gens en Zoom, mais c'est pas impossible.
On veut travailler beaucoup, en fait, avec les organismes qui accueillent les pères avec les enfants, effectivement. On a déjà eu un projet dans le passé où est-ce qu'on avait une chambre qui était réservée pour les papas. Donc, s'il y avait leurs enfants une fin de semaine sur deux ou durant la semaine, les enfants pouvaient venir dormir. J'ai un ancien résident qui est intervenant maintenant, qui, lui, à l'époque, il y a plusieurs années, parce qu'il est un petit peu plus vieux maintenant, accueillait ses enfants une fin de semaine sur deux. Le défi auquel on faisait face dans tout ça, c'est que de plus en plus, nous accueillons des jeunes qui ne peuvent pas avoir de contact avec les mineurs. Donc là, ça devenait un questionnement. C'est un casse-tête. Donc là, à ce moment-là, même, mettons, un intervenant qui n'avait pas 18 ans encore, parce que maintenant, on travaille de plus en plus jeune, tant mieux, parce qu'il y a une pénurie. Mais c'est ça, c'est qu'on ne pouvait pas accueillir des gens non plus qui étaient mineurs pour venir travailler chez nous à cause aussi de ça. Même s'ils ont 17 ans, si tu ne peux pas être en contact avec des mineurs. Donc là, à ce moment-là, on y va avec, je dirais, la composition de la maison. Fait que s'il y a des demandes, on évalue, mais on a décidé vraiment de prioriser les jeunes. Oh non, la connexion est instable. Ça, c'est Zoom, c'est sûr. Donc, on a décidé de prioriser en fait les jeunes qui sont en attente de passer à la cour pour des causes où est-ce qu'ils ne peuvent pas être en contact avec des mineurs parce qu'on a beaucoup plus de demandes. Mais par contre, on veut développer avec les organismes qui m'entendent sûrement présentement, qui travaillent avec les pères. Merci. Donc, ben voilà pour notre projet en développement. Il faut que je continue à regarder l'heure. Hein. Moi, je me suis dit, je vais manquer de temps, là, c'est sûr, mais je parle trop. Donc, notre volet qui est plus accompagnement. Ah non, la connexion Zoom. Y a-t-il un problème, monsieur le technicien? Oh! Ah, je me vois. J'aime pas ça. Faut que je fasse. C'est de ça, j'ai l'air. Salut! Non, il n'y a pas d'autres vidéos. Merci. Ouf, ça y est, le stress vient de réembarquer. Mon micro est-tu fermé? Je ne sais pas s'ils m'entendent. Par contre, j'ai comme vu que le micro était fermé. C'est bon, vous gérez ça. Excellent. Donc, notre volet plus post-hébergement. Encore la connexion instable. Donc, le volet plus post-hébergement, en fait, c'est un volet qu'on veut développer davantage. Je dirais qu'on fait déjà énormément, mais qui, par manque de financement, en fait, faut toujours couper des postes. Je pense que tout le monde connaît ça un peu. Nous, on s'est fait couper 2 postes en post-hébergement l'année dernière. On était bien déçus, bien fâchés aussi. Mais on travaille fort pour pouvoir continuer à le faire parce que le post-hébergement, c'est la continuité des choses. C'est les jeunes qui sont passés, qui sont venus régler certaines choses ou qui sont repartis vivre leur vinaigrette, qui veulent revenir, qui sont anciens. C'est une force dans les auberges du cœur, le post-hébergement. Donc, on veut vraiment retrouver du financement pour pouvoir continuer de faire ça, mais sinon, c'est sûr qu'on le fait pareil. Parce que c'est trop important pour nous autres de garder contact avec nos anciens résidents. Donc, le défi, en fait, c'est que souvent que nos jeunes, ils partent, puis les défis qu'ils vivent, c'est toute l'administration qui est lourde un peu partout. T'sais, vous le savez, les demandes de chômage, les demandes d'aide sociale, remplir un formulaire, faire une demande dans le réseau de la santé pour avoir un médecin de famille, entre autres, ou juste rencontrer un psychiatre, ou juste voir un travailleur social, avoir accès à un psychologue. Tout ça, c'est des défis. Puis, ça nuit vraiment souvent à pouvoir poursuivre toute leur insertion, leur réinsertion sociale. J'ai marqué la règle des 3 T. Il y en a-t-il qui connaissent ça? Mais les jeunes, c'est ça, c'est la règle des 3 T. Je vais vous le dire, c'est quoi, là? C'est tout de suite tabarnak. C'est comme, il y a besoin de quelque chose, là, c'est maintenant, tu sais, vous le savez, travailler avec les hommes, quand ils viennent demander de l'aide, c'est là qu'il faut que ça se passe, tu sais. Pas dans 2 mois, pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, surtout pas dans 1 an. Donc, c'est tout de suite tabarnak, je vais leur dire, c'est vraiment la réalité de nos jeunes, c'est vraiment la réalité de l'accompagnement. Ils attendent tellement longtemps avant de venir chercher de l'aide que quand ils sont là, il faut être là. Ils ont besoin, en fait, vraiment aussi, ces jeunes-là, d'être pris en considération. Ils ont
ils veulent avoir de la valeur. C'est souvent, ils ont aussi manqué ça. Ils ne se sentaient pas reconnus non plus, peut-être. On a des jeunes qui ont vécu des brisures familiales, donc la reconnaissance auprès de leurs proches, c'est pas quelque chose qu'ils ont. Ils veulent se sentir écoutés. Ils ont besoin d'avoir des loisirs stimulants aussi. Quand tu vis dans la rue, c'est un combat à tous les jours de juste trouver à manger ou peut-être de trouver un coin où dormir, mais de juste pouvoir se déposer puis peut-être faire une activité sportive. Fait que nous, on fait ça au tournant. On va vraiment faire des activités de sport. Il y a entre les auberges aussi la journée des jeunes où est-ce qu'ils partent comme 2 jours à l'extérieur, ils vont aller dormir à l'hôtel, ils vont vivre, tu sais, vraiment, ils vont assister à des trucs le fun, faire des tournois d'hockey cossum. Ils aiment ça. Puis, tu sais, c'est entre auberges, fait que c'est mix. On se rencontre toutes les auberges ensemble. On a la capacité de pouvoir organiser ce genre d'événements-là. Ça, c'est vraiment des choses qui marchent au maximum avec les jeunes. De l'accompagnement dans leur démarche locale, pas du tout, légale. C'est vraiment pas facile de juste pouvoir trouver un avocat des fois ou faire des téléphones ou juste de va falloir encore que je raconte à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Et ça, ils nous le répètent souvent, je vous le garantis. Malheureusement, oui. Autant que nous autres, on répète avec eux, autant qu'on leur demande de répéter. Ils ont besoin aussi de briser l'isolement. Mais, tu sais, quand je dis accompagnement des démarches légales, on les accompagne à la cour. C'est aussi ça, notre poste hébergement. On les accompagne à l'hôpital. Tu sais, là, les portes tournantes, bien facile de rentrer et de ressortir rapidement. Bien, quand on est avec eux, bien, ça l'aide quand même. Ils nous le disent que... Puis des fois, il faut qu'ils aillent jusqu'à l'autre bout. Ils n'ont même pas de transport. Là. Il faut qu'ils se rendent à Valleyfield pour aller passer en cours. C'est compliqué, se rendre là. Avez-vous déjà essayé? En auto, oui, ça se fait, mais ils n'en ont pas de char. Donc, voilà. Fait que nous autres, on les accompagne aussi là-dedans. Tu sais, ça va même jusqu'à... J'arrive à Montréal, je connais même pas comment ça prend le métro. Bien, on va faire ça avec eux autres. On va y aller prendre le métro, on va leur montrer comment ça marche, on leur prête des billets d'autobus. On essaye vraiment de faciliter le plus possible leur adaptation. Ça donne un bon coup de pouce après ça pour se dire, OK, bien là, je me sens déposée, puis maman chercher une job. Ou je vais retourner à l'école. Parce que des fois, c'est ça, on a beaucoup de décrocheurs qui veulent juste essayer d'aller un peu plus loin. Fait qu'on va les accompagner là-dedans. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, je continue. Là, je pèse sur ma flèche, ça avance pas. Ça n'a pas bon signe. Voilà. Voilà, je parle encore du poste hébergement parce que c'est vraiment un volet qu'on veut favoriser le plus possible, mais c'est toute notre continuité du travail qu'on a commencé à établir. On a créé un lien avec eux. C'est souvent aussi des soutiens juste ponctuels. Tu sais, je parle de ça, je dîne avec eux à tous les jours, puis un midi, il y a un gars qui arrive, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu, wow, c'est le don bien le fun. Finalement, il vient, puis il fait une demande pour nos appartenances. Hey, on est-tu content? On rétablit le contact avec eux. Il allait mieux, il va moins bien, il arrive, puis on est toujours un peu dans leur tête. On a des anciens là, qui viennent, là, sont rendus des fois à 45 ans. Puis là, à un moment donné, bang, ils retentissent, ils sont rendus, je ne sais pas trop où à travers le Québec. En tout cas, on a vraiment là, des belles surprises des fois. Là. C'est très intéressant. J'ai marqué l'affiliation sociale, c'est toujours bien important pour nous. On base notre plan d'action, on base sur tous les volets de l'affiliation sociale, tout par rapport à ce qu'ils vivent dans leur vie, tout ça. Puis on veut vraiment favoriser, comme vous avez vu dans la vidéo, le jeune recrée le contact avec sa sœur à la fin. Ça s'est brisé, la brisure, avec un décès dans la famille. On essaie de travailler ça avec eux, si c'est ce qu'ils veulent, bien sûr. Mais voilà. Notre approche est vraiment une approche globale. Tu sais, on n'est pas... je ne commencerai pas à vous donner un cours sur toutes les approches. Vous avez sûrement été à l'école ou pas, tant mieux. Moi, je suis allée... Puis, je m'en rappelle, là, mais on est vraiment dans le quotidien, dans le milieu de vie. On fait, oui, des suivis individuels avec eux. Je dirais que ce qui marche avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas la rencontre dans le bureau, c'est de cuisiner avec, puis de parler d'un peu de tout, puis à un moment donné, pop, ça vient de sauter, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on apprend surtout des choses. En train de jouer au hockey, on en apprend aussi beaucoup. Fait que, vraiment, dans l'informel, là, c'est la majeure là, en hébergement. Je regarde l'heure. J'ai jusqu'à quelle heure, moi, déjà?
J'ai jusqu'à 4 heures. Wow! J'espère que je vous endors pas trop. On travaille beaucoup la défense des droits. On fait beaucoup partie de regroupements, dont le ROIM, dont le regroupement des Auberges du Cœur, dont plusieurs autres aussi, le RAPSIM, et on participe à tout ce qui est mobilisation. Dès qu'il y a une mobilisation quelque part, droit au logement, défense des droits, tout ça, on lève la main, il y a un comité, on est là, on est présent. Pour nous, c'est important, puis on implique les jeunes. On veut pas juste que ce soit les intervenants qui aient le fun d'aller vivre ça, on veut que les jeunes le vivent aussi. Fait qu'il y a une manif à Québec, on embarque dans l'autobus, on amène la gang, on ferme la maison, on décolle, on y va. Les gars, ils adorent ça. Ils se sentent vivre, là, ils sentent vraiment être dans la vie de tous les jours. Puis, quand même, on va sensibiliser un peu, on va leur parler à quoi ça sert, on va voir avec eux. On fait beaucoup d'ateliers, de groupes, en fait. Je sais que ça ressortait aussi ce matin dans une... savoir si avec les hommes en groupe, ça marchait bien. Tandis ça marche super bien en groupe. Sérieusement, là, chez nous, c'est vraiment... même s'ils disent des fois qu'ils sont écœurés du groupe, là, ça marche vraiment bien pareil. Parce qu'en individuel, c'est toujours un peu plus intimidant. Tu sens que tu dois te confier ou quoi que ce soit, mais on prend vraiment toutes les opportunités. Puis à chaque lundi, on fait une réunion des résidents, puis on essaie que ce soit les gars qui s'animent. On est là, on est en soutien, mais que ça soit vraiment le gars qui anime la réunion. Puis là, c'est drôle parce que c'est là que ça pop. Hey, tout le monde qui laisse traîner leur tasse, là, c'est fatigant, je suis écœurée de vous torcher. Puis là, ça passe leur message et ça se passe très bien. Je dirais, là, depuis que je suis là depuis 3 ans, on n'est jamais intervenu, mettons, entre 2 gars qui voulaient se battre ou qui voulaient se frapper parce que l'autre les laissait traîner. Ça n'arrive pas. Mais c'est sûr que, tu sais, on a le guide du tournant. Hein? Bien, bien important. Il y a quand même plusieurs pages. Une bonne douzaine de pages, tu sais. Mais on s'assoit avec eux. Puis des fois, on demande même à un gars qui habite là de lire avec celui qui vient d'arriver. Puis, tu sais, vraiment, il y a une belle collaboration entre eux. Ils s'apprennent puis ils comptent leurs avertissements, tu sais, parce que s'il arrive quelque chose, on ne le met pas dehors tout de suite. Tu sais, il y a vraiment une gradation, là, tout ça au niveau des avertissements, tu sais, où on va te donner un geste d'implication. Là, après ça, on va te faire une mise au point. Là, si ça ne marche pas, on te donne un avertissement. Après 4, tu es dehors. Mais tu sais, c'est sûr que s'il y a de la misère à se lever à 9 heures, on ne va pas le mettre dehors parce qu'il y a de la misère à se lever à 9 heures. Là, on va travailler bien des affaires avec avant. Mais c'est sûr que un moment donné, il va falloir qu'il se lève à 9 heures. Sauf s'il travaille de nuit, là, on va le laisser dormir. Mais, tu sais, c'est ça, c'est le fun. Puis là, ils calculent leurs avertissements, puis ils disent hey, moi, c'est vrai, dans 15 jours, j'en ai un qui part. Hein? Fait que là, ils magasinent son prochain avertissement. Tu sais, ils le savent, hein? Ils sont très intelligents. Fait que, voilà. Fait que, tu sais, c'est le fun de les voir entre eux autres à la réunion des résidents où est-ce qu'ils vont vraiment se donner entre eux autres des conseils puis tout ça. Puis on est là. On anime des ateliers aussi avec eux, oui, pour faire un peu plus d'éducation. On a des bénévoles qui viennent sur place aussi. Tu sais, des fois, s'il y en a qui cherchent à faire du bénévolat, nous, on a un ancien psychothérapeute qui vient une fois par semaine faire de l'écoute active. Il vient juste jaser avec les gars, il les écoute. Puis les gars aiment vraiment ça. Ça a été difficile, je dirais, pendant la pandémie parce que ça se passait en Zoom. Puis là, j'entendais les bienfaits de pouvoir rejoindre plus d'hommes, en fait, par le Zoom. Moi, j'étais super surprise ce matin d'entendre ça parce qu'avec les jeunes, ça marche pas pantoute. C'est vraiment plus difficile au niveau. Ils sont découragés, ils ont vraiment besoin de la présence de quelqu'un, de sentir comme une chaleur, je sais pas. Mais avec les jeunes, ça marche un peu moins, tout ce qui se passe en virtuel. Je pourrais être bien étonnée. Je parle là pour ce que je connais présentement au tournant. Mais voilà. Fait que... Voilà. Fait qu'on les fait beaucoup participer, même quand que, tu sais, je parlais du regroupement des Auberges du Cœur. Il y a souvent des formations ou des ateliers qui se donnent puis que les auberges se rassemblent. On invite les jeunes à participer aussi à toutes à une assemblée générale annuelle, admettons, tu sais, c'est plate, oui, mais tu sais, participe, tu vas comprendre à quoi ça sert, pourquoi qu'on fait ça, puis ils sont tout le temps bien participatifs, puis c'est très intéressant. Ils ont envie de participer, puis de vraiment reprendre du pouvoir dans leur vie. On les amène vraiment beaucoup à l'action. Puis, ça marche. Prochaine étape. Ce qui fait la force au tournant beaucoup, le travail d'équipe. On est une équipe assez variée et je suis très contente, nous avons 3 hommes sur 5 comme intervenants. Je veux dire, quand ce matin, il disait que dans une classe de 60, il y avait juste 2 gars en travail social. Je suis comme, effectivement,
c'est alarmant. Hein? Moi, je suis une femme, puis je travaille avec les hommes depuis tellement longtemps, mais c'est vraiment la force dans l'équipe d'avoir autant la maman que le papa, parce que c'est un peu comme ça qu'ils nous voient des fois. Ils se le disent, on a un papy, on a une mamie, on a la maman, puis on a la cousine. En tout cas, ils les nomment comme ça, c'est super drôle. Mais c'est ça. Fait que, ce qui est bien dans le travail d'équipe au tournant, c'est l'horaire rotatif. Souvent, ça peut causer problème. Oui, chez quelqu'un qui veut appliquer chez nous parce qu'il veut juste un poste de jour. Ça n'existe pas juste un poste de jour chez nous au tournant. C'est vraiment un horaire sur 5 semaines. Ce sont 5 intervenants. Ils vont faire du jour, du soir, une fin de semaine sur 5. Puis, on en a qui, ça fait 20 ans qu'ils travaillent au tournant. Puis qu'ils adorent cet horaire-là. C'est le fun parce que, tu sais, quand tu travailles de jour au tournant, c'est très différent. Là. Tu réponds beaucoup au téléphone, tu parles à des intervenants parce que du 9 à 4, c'est pas mal ça, hein? 8 à 4. Fait que c'est beaucoup de références, on fait les entrevues téléphoniques, puis le soir, c'est comme, on est plus dans le plaisir. Tu sais, on fait à manger, on fait les tâches, on se prépare pour le lendemain, donne-moi ta planif, tout ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, les activités, tout ça, la fin de semaine aussi, c'est vraiment différent. Les gars se lèvent tard. Je sais pas si vous avez des ados à la maison. Moi, j'ai une ado, là. Mais c'est ça. Ça se lève tard, 1 heure, 2 heures l'après-midi. Le matin, là, ouf, c'est plate le samedi matin. Mais ça rentre tard aussi. Il y a pas... je n'ai pas parlé un peu des heures. Des fois, c'est un peu les questions qu'on se fait poser. Ouais, mais y a-tu un couvre-feu? Faut-tu qu'il aille se coucher à telle heure? Puis tout ça. La semaine, on met 1 heure de rentrée. En fait, c'est minuit. Quand même pas si mal, là, tu sais, la semaine. C'est juste que, tu sais, on veut s'assurer qu'ils soient capables de se lever à 9 h le lendemain matin. Ça fait du sens. Il faut qu'on garde une logique. Puis, la fin de semaine, c'est 4 h du matin. T'sais. Je pense pas qu'on est bien sévère. Mais on est conscient qu'ils ont une vie aussi, tu sais. Je veux dire, on a tous été jeunes, on a tous envie de faire le party un peu, puis les bars ferment à 3 h. Fait qu'ils ont le droit d'avoir une vie. Je parle de bar, ça veut dire que je parle aussi de consommation. Donc, pas nécessairement. Je ne veux pas dire que bar égale consommation. Là. Loin de là, mon objectif de dire ça. Par contre, c'est quand même la réalité. On va prendre un verre, un 5 à 7 qui perdure jusqu'à 3 h du matin. Donc, ils ont une vie, ces jeunes-là, et ils peuvent la vivre. La seule chose, c'est qu'on demande qu'ils n'arrivent pas en surconsommation. Si tu es en surconsommation, l'intervenant de nuit, il est tout seul. Fait que il n'est pas là pour gérer. C'est aussi une question de sécurité. Ils sont 2 par chambre. Quand tu rentres en surconsommation, ça se peut que tu ne dormes pas ou que tu tombes trop endormi. L'inverse est possible. Donc, c'est sûr que la surconsommation, on va référer. Mais ils savent, ça arrive très rarement qu'ils arrivent en surconsommation, mais c'est pas impossible qu'ils arrivent en état de consommation. C'est sûr que si c'est des stimulants, ils ne dormiront pas. Fait que les drogues un peu plus dures, je dirais, ils savent qu'ils ne reviennent pas, ils vont continuer de partir chez leurs amis à ce moment-là. Mais ils ne peuvent pas être en consommation sur le plancher. Fait que si tu arrives, admettons, à, je sais pas moi, 5 h l'après-midi, puis tu es en état de consommation, ça se peut qu'on te dise, continue d'aller marcher, d'aller continuer ton trip, puis tu rentreras ce soir, tu sais, parce que sinon, tu vas t'en aller tout de suite dans ta chambre. C'est plate. C'est sûr que, tu sais, des fois, ça fait un peu strict, mais on a décidé de favoriser. On fait la réduction des méfaits, ça, je vous le garantis. Ils ont le droit de consommer, c'est pas une interdiction. Par contre, on veut pas rendre ça le fun non plus, tu sais. On veut pas que ça soit le party dans la cuisine pendant qu'on essaye de faire à souper. Puis, on veut pas, tu sais, des fois, ça peut causer un peu d'agressivité. Donc, à ce moment-là, on veut pas non plus que ça déborde. Mais je dirais qu'en majorité, c'est quand même assez respecté. On a toujours une fois de temps en temps, qui s'essaye. Puis, on n'est pas parfait. On ne voit pas tous les signes tout de suite comme ça. C'est pas écrit dans leur front « j'ai consommé ». Fait que des fois, ça passe. Là, on n'est pas... on en laisse passer, mais tu sais, majoritairement, les gars le savent, puis tu sais, ils respectent ça. Oui, je vois qu'il y a une main levée. 2 mains levées? Oui, allez-y. Peut-être le micro. Je veux juste rappeler, excusez-moi, Zoom va plus m'aimer. Est-ce qu'ils ont le droit de recevoir de la visite dans l'auberge? Ils peuvent recevoir de la visite. S'ils veulent inviter leur blonde, leur chum à souper, il n'y a pas de problème. Dans leur chambre? Dans leur chambre, non, malheureusement. L'étage des chambres, comme c'est des chambres doubles aussi et partagées, logiquement, pour nous, il y a un salon en bas, ils peuvent aller chiller en bas avec leur visite, il n'y a vraiment pas de problème, mais les chambres, non, malheureusement.
J'imagine qu'il y a une sous-question là, sur est-ce que les jeunes peuvent avoir des relations sexuelles. Malheureusement, pas au tournant. On ne favorise pas qu'ils fassent ça dehors, mais il y a toujours des moyens de faire. Ouais. Donc, ils ont le droit de découcher. Ils ont un nombre de découchages, excusez-moi, ils ont des découchages quand même. Il y a un maximum à atteindre, là, dans le sens que s'ils découchent toute la semaine, ils prennent la place de quelqu'un qui a besoin d'un toit. C'est ça qu'on se dit. Allez-y avec votre deuxième question. Oui, et l'autre petite question. Les frais de la cuisine, là, est-ce que c'est à vos frais? Ou mais comment ça se passe, là? Comment vous gérez le budget? C'est sur votre compte ou mais eux autres, là, ils ont une contribution pour la cuisine qui se fait, collective qui se fait? Ouais. Nous, comment on fonctionne, en fait, c'est que les gars payent 10 piastres par jour. On essaye déjà de vouloir développer quand tu as un toit, tu dois payer un loyer. Donc, quand ils arrivent, s'ils ont l'argent, s'ils n'ont pas l'argent tout de suite, on rattrape, on fait le budget avec eux, tout ça. C'est sûr qu'ils vont comme payer une avance de pension qu'on dit. Fait que ça, mettons, c'est 10 piastres par jour, il y a 30 jours dans le mois, ils vont donner 300 $. Il reste 15 jours, on rembourse la différence. Ils repartent avec leur argent. Mais ils payent 10 piastres par nuit. Ça répond aux questions? Oui? Le nombre de repas? C'est à volonté. Matin, midi, soir, ils mangent, on a l'horaire, là, ils savent, là, dans le guide du tournant, il y a un horaire à respecter. Donc, à partir de 9 h, ils doivent être prêts en démarche. Donc, il faut que tu déjeunes avant 9 h, ta douche est prise, quand même 9 h, tu sais. On se lève plus tôt que ça, nous autres, des fois. C'est un défi, hein? Puis on entend beaucoup parler présentement, les denrées alimentaires. C'est sûr qu'on reçoit du Moisson Montréal. Merci. On est très contents. On reçoit vraiment beaucoup de dons parce qu'on fait du dépannage. Dans le post-hébergement, on donne des dépannages alimentaires. On fait des cuisines collectives pour nos anciens résidents, pour ceux qui y vivent, mangent et tout ça. Fait qu'on a quand même, je dirais, Moisson, là, l'année dernière, ça équivalait à peu près à 75 000 $ d'épicerie. C'est ce qu'on a reçu l'année dernière. C'est toujours en augmentation à chaque année. On reçoit de la viande. On a fait un walk-in de congélateur. Il est plein. On manque pas de bouffe. On espère pas en manquer, mais c'est sûr qu'on a des frais d'épicerie aussi. Mais ça diminue beaucoup nos frais d'épicerie avec Moisson Montréal. Là. Et on cuisine. On fait beaucoup de... Le frais qui nous arrive n'est pas toujours très, très frais. On est très inventé. On invente des affaires. Là. On est excellent là-dedans. Les gars sont excellents quand ils partent. On a des gars là, qu'on découvre, là, c'est des cuisiniers, là, wow! Puis c'est le fun parce que justement, on a aussi des gens qui viennent d'un peu partout. Fait qu'ils nous font même découvrir des trucs. Puis on se permet, des fois, on dit, OK, mais toi, tu as envie de nous présenter, qu'est-ce que ta mère te cuisinait quand tu étais petit? Tu viens d'un autre pays. Donc, ben oui, vas-y, dis-nous qu'est-ce que tu as de besoin. Pars avec un intervenant, va faire l'épicerie. Viens-t'en, on cuisine avec toi. En plus que tu nous apprends comment ça marche, on mange, on goûte, c'est délicieux. Fait qu'on laisse vraiment cette opportunité-là. Oui, il y a une autre main de levée. Oui? Oui, des fois, ils arrivent sans revenu, c'est ça que vous voulez dire? Je vais juste répéter en même temps pour que les gens qui sont en Zoom vous entendent. Des fois, oui, ils arrivent sans revenu. Il n'y a pas de problème. On peut quand même venir au tournant si tu n'as pas de revenu. Nous, la première chose qu'on va faire, ton objectif, tu ne le sais pas encore, ça va être ta demande d'aide sociale. On leur dit avant qu'ils arrivent. S'ils ne veulent pas faire de demande d'aide sociale, c'est sûr qu'on va favoriser ça parce qu'ils ont le droit à un revenu minimum. Ça va aussi les aider. Ils vont pouvoir apprendre à faire un budget avec pas d'argent, on s'entend, mais un minimum quand même. On essaye vraiment de favoriser ça pour qu'ils puissent, oui, payer. C'est sûr qu'il y a des gars qui partent et qui n'ont jamais payé le tournant. Là. Mais des fois, il y a des anciens qui reviennent et disent « Hey, moi, j'avais une dette envers vous, ça fait 2 ans que je n'ai pas payé. Toc! Wow! » Tu sais, il y a quand même, là, il y a quelque chose qui se crée. Oui, il y a une autre question. Oui, bien, en fait, j'ai une petite question sur ce que vous voyez dans le milieu. Moi, je représente ANAB Québec, donc Anorexie Boulimie Québec. Je rebondis sur la notion d'alimentation que monsieur a présentée tantôt. Est-ce que c'est une réalité que vous voyez chez vous ou pas? Parce qu'on sait que ça touche beaucoup les jeunes hommes, notamment jusqu'à 25 ans et plus, parce que la maturité du cerveau est encore en train de se développer. Bref, je voulais savoir si c'est une réalité que vous voyez liée à l'alimentation. C'est une réalité qu'on voit, effectivement. Je dirais que qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, c'est
les compléments de protéines, on voit de plus en plus ça. Ça, malheureusement, on n'en a pas en don, des compléments de protéines. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est pas bon, mais c'est bon qu'on n'en ait pas. C'est ça. Oui, on fait, c'est pas une grosse réalité. Là. Je dirais que c'est peut-être 1 ou 2 par année. Mais je me rappelle que dans le temps de la pandémie, on a fait appel à vous, en fait, puis on avait proposé avec le regroupement des auberges du cœur que vous deveniez donner une formation à nos intervenants, ce qui a été fait. Donc, ça l'aide vraiment beaucoup parce que c'est vrai qu'on ne pense pas nécessairement à ça quand on parle de jeunes hommes. Puis, quand on a fait face à ça, on s'est dit, wow, ça nous arrive, ça l'arrive, c'est réel. Fait que oui, effectivement. Fait on fait toujours affaire avec les organismes à l'extérieur pour ce genre de situation parce qu'on est pas du tout, j'allais dire on est généraliste, pas du tout, on n'est pas des médecins, là, mais, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'on n'est pas spécialisé. Ce matin, il y en a beaucoup qui disaient, des fois, c'est important les ressources spécialisées, effectivement. Fait que nous, on fait affaire avec les ressources spécialisées à l'extérieur pour venir compléter, en fait, là. Tout à fait. Oui. Oui, vous voulez que je reparle des 17 ans et 10 mois? Oui. Les 17 ans et 10 mois, en fait, c'est pour notre nouveau projet qui est en développement présentement. Vu que c'est une collaboration avec les centres jeunesse, on s'est dit, pourquoi attendre à 18 ans et 1 jour qu'ils soient mis dehors pour essayer quelque chose avec eux autres? On s'est dit, on va essayer à 17 ans et 10 mois. Comme ça, ils ont toujours leur lien avec le centre jeunesse si ça ne marche pas. Bon, entre autres, là. Mais c'est vraiment pour assurer, en fait, où est-ce qu'ils vont pouvoir peut-être venir juste tester. Parce que c'est vraiment comme vraiment une première expérience en logement. On veut avoir 2 logements où est-ce qu'il va y avoir colocation parce qu'on se dit qu'il y en a des jeunes qui ne voudront pas être seuls dans un espace de vie, ce qui est comprenable. Il y en a qui vont vouloir, qui vont peut-être le regretter, je ne le sais pas, mais on veut être là pour rebondir puis répondre à ces demandes-là. Fait que le 17 ans et 10 mois, c'est quand même difficile parce que là, on changeait quand même notre mission par rapport à ça. C'est une nouvelle loi que nous, on ne faisait pas affaire. Et puis, qu'on connaît moins, en fait. On travaillait pas avec les mineurs, donc c'est pas, on n'est pas des professionnels là-dedans. Mais il y a toute une question de responsabilité aussi. Fait qu'on veut pas aller non plus trop jeune parce que la question de responsabilité avec les centres jeunesse, est-ce que c'est les parents, les centres jeunesse ou l'hébergement Le Tournant qui sera responsable s'il arrive quelque chose? Fait qu'on est tous là, on est même des avocats là-dedans pour analyser le risque. Voilà. Et ça répond à votre question? D'accord. Oui? Bonjour. En fait, je voulais faire un retour sur déjà le 17 ans et 10 mois. Sachant qu'il y a eu le rapport Laurent et toute la commission qui a été faite et les statistiques qu'on a apportées par la suite, exemple, comme je pense que la recherche était à peu près sur 2000 jeunes qui ont sorti centre jeunesse, puis à peu près 20% de eux vivent la première année une situation d'itinérance. Sachant ça, en fait, est-ce que dans le Agir en amont et les 28 espaces de vie, est-ce qu'en ce moment, vous croyez que vos services, vous allez prévenir déjà en avance qu'on aura des jeunes, peut-être avec des situations très, très, très difficiles qui sortent du centre jeunesse, avec des complexités sur leur parcours de vie familiale et peut-être même peut-être une brisure complète, en fait, avec ce contact-là? Et comment vous allez vous amorcer à aider ces enfants? Parce qu'au début, c'est des enfants, ouais. des enfants, puis ils vont devenir prochement adultes. Puis comme une de nos collègues a dit, jusqu'à 25 ans, un homme n'est pas encore totalement mature. Alors, je me dis, quelles sont vos perspectives en fait d'intervention, peut-être même vos projets pour aider ces jeunes-là à mieux se projeter dans leur projet de vie? Merci de poser cette question-là. En fait, le projet Agir en amont est pour ces jeunes-là. On veut vraiment que ce soit leur dernière option. T'sais, si le jeune sort du centre jeunesse puis il y a une possibilité de retourner dans sa famille puis c'est ce qui est mieux pour lui, on veut que ça soit favorisé. On ne veut pas enlever un jeune de ses parents à 17 ans et 10 mois ou 18 ans s'il y a cette possibilité-là. Donc, le projet se veut vraiment comme c'est sa dernière alternative, éviter la rue. On ne veut pas qu'il sorte avec son sac sur le dos puis qu'il s'en aille directement dans la rue ou qu'il vive dans un logement où est-ce qu'il n'y aura pas de soutien du tout puis que ça va être pratiquement un échec assuré. Nous, on veut être là. C'est pour ça qu'on veut être là puis qu'on veut ces logements-là pour qu'ils puissent venir atterrir là puis être accompagnés. Mais on veut continuer. L'objectif, c'est de continuer la collaboration avec les centres jeunesse. Puis à 18 ans, là, ils ne vont pas le laisser tomber.
Puis que nous non plus, on ne va pas le laisser tomber. Fait que c'est ces jeunes-là qu'on veut rejoindre, en fait, ceux qui, oui, qui ont des complexités encore plus grandes peut-être, puis qui ont des brisures familiales, que c'est aucunement possible qu'ils retournent dans des milieux familiales, qui ont peut-être des causes en suspens pour... c'est avec ces jeunes-là qu'on veut travailler. C'est sûr que ça nous prend des intervenants. Pour ça, il faut qu'on travaille fort pour trouver des subventions. J'espère aussi qu'on va les avoir effectivement parce que sans intervenants, il n'y aura pas de logement pour les jeunes. On ne veut pas non plus que ça devienne un ghetto. T'sais, on veut éviter ça. Fait que c'est sûr qu'on va travailler là-dessus. Nous, ce projet-là, Agir en amont, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Ça fait je ne sais plus combien d'années. On l'a même fait une demande de ce projet-là avant la Commission Laurent. La Commission Laurent est sortie, on s'est fait refuser. On s'est dit « wow, minute! » On n'a pas dit notre dernier mot. On est revenu. On est sorti des médias. Peut-être que vous nous avez vus. En tout cas, il y a des personnes âgées qui nous ont vus, qui nous ont donné des tucs puis des foulards qui ont tricoté à cause qu'on est passé dans les médias. Ça a été... Je fais juste un petit aparté, je suis à votre question dans une petite minute, monsieur, ce ne sera pas bien long. C'est qu'on est sorti dans les médias parce qu'on s'était fait refuser, puis on se disait non, nous, on veut notre projet. Puis il y a des dames dans une RPA qui nous ont vus, ils ont un groupe de tricoteuses, ils nous ont appelés. On est parti avec des jeunes, on a fait tricoter les jeunes avec les dames. C'était... Allez sur notre site Internet, la vidéo est là, c'est super beau. C'est vraiment, c'était un moment là, grandiose. Où est-ce qu'on avait une dame qui avait déjà voyagé en Colombie, on avait un jeune qui venait de la Colombie. En tout cas, il s'est mis à tricoter avec cette dame-là. On a un jeune de 18 ans qui s'est mis à tricoter. Il est anglophone, le jeune. Il s'est mis à tricoter, on ne savait même pas qu'il tricotait. Il tricotait mieux que les madames. C'était tellement un beau moment, en tout cas. J'en suis encore touchée. Merci. Question? Oui. Une petite question, c'est juste pour savoir est-ce que vous avez des psychologues, des travailleurs sociaux qui travaillent avec vous ou bien qui sont rattachés, auxquels vous pouvez référer les résidents? Donc, on n'a pas de travailleurs sociaux qui travaillent sur place. Moi, je suis travailleuse sociale de formation, mais les gens qui travaillent au tournant, ils ont des formations différentes. Donc, on en a qui sont en intervention de délinquance, en éducation spécialisée, en travail social au cégep. Il y en a qui n'ont pas de formation du tout, qu'on leur donne une chance de pouvoir venir essayer de faire l'intervention avec nous. C'est des carrières été, souvent qu'on prend aussi, donc ça leur donne une chance, puis ils restent avec nous, puis ça marche. Mais on fait beaucoup affaire avec les autres. Je vais peut-être passer à l'autre diapo. Je pense que, justement, je parle de nos collaborations où est-ce qu'on travaille avec les gens à l'extérieur, avec les équipes externes. On a, je ne sais pas si vous connaissez la clinique JAP au CHUM. Nous, on travaille avec eux. Ça fait déjà un bon moment déjà. Si vous n'avez jamais entendu ça, mais je vous le dis, il y a un psychiatre qui s'est déplacé pour venir évaluer un jeune chez nous avec un TS. C'était magnifique. Ça s'est fait dans nos locaux. Ils sont venus, puis c'est ça qui marche avec les jeunes. C'est dur d'amener le jeune jusqu'à l'hôpital, surtout que ça fait peur. C'est gros, hey, le CHUM, c'est beau, hein? C'est immense. Essaye de trouver où est-ce que tu dois t'en aller, tu sais. Mais c'est ça. Ça prend un GPS interne, tu sais, c'est assez intense, là. Mais ils se déplacent, tu sais, c'est super. Puis c'est souvent, là, la clinique JAP, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est eux qui travaillent avec les jeunes adultes qui vivent un premier épisode psychotique. Fait que des fois, nous, ils sont chez nous, ils ont des symptômes, on les appelle. En 48 heures, c'est garanti, ils ont rencontré un travailleur social. C'est magnifique. On essaie de développer ça avec tous les hôpitaux. C'est pas partout facile, mais on essaie.